Bonjour et bienvenue à Famille unie, communauté forte, une émission sur le regroupement familial dans les Basses-Laurentides, une initiative de Québec réunifié. Cette semaine, nous allons élaborer sur le thème du processus de parrainage. Bonne émission! Avant même de déposer une demande de parrainage, il y a une phase essentielle de préparation. Quels documents sont nécessaires? Quels critères doivent être remplis? Suivez-nous pour découvrir les étapes préalables qui posent les bases de tout le processus. Après quelques temps, donc il est venu avec moi comme visiteur. Moi, j'ai accouché. Quelques mois plus tard, il a posé plein de questions à plein de gens. Et puis, il m'a dit, OK, on va procéder avec le parrainage. Dans le temps, c'était en 2009-10. Dans le temps, le parrainage prenait 6 mois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un parrainage à partir de l'extérieur du Canada. On est retourné ensemble avec notre bébé au Liban. Et puis, 6 mois plus tard, il a eu ses papiers. On est revenu au Canada et on est ici depuis. 6 mois. On est arrivé en mai 2010. Félicitations. 6 mois, c'est extraordinaire. C'était fantastique. Dans ce processus, le rôle du gouvernement fédéral est central. C'est lui qui évalue les demandes, analyse les critères et s'assure que les politiques d'immigration sont respectées. Regardons de plus près comment cette étape fédérale fonctionne. L'autre étape d'après, l'éligibilité qui dit qu'on répond aux critères du parrainage, on l'a reçu fin juillet 2023. Et donc, tout allait très rapidement. Tout allait très rapidement, 4 mois avant de recevoir l'éligibilité. Puis ensuite de ça, si on exclut le permis de travail, qui est comme un peu une case à part, là, silence radio jusqu'en décembre 2024. Jusqu'à ce que vous ayez reçu l'éligibilité, quel était votre état émotionnel? À ce point, très content. Ça va vite. Chaque fois, on a dit, oh, c'est plus vite que sur les papiers. Donc, on a dit, OK, ça va aller vite. Nous sommes prêts. Je dois préparer pour chercher un travail parce que moi, j'ai planifié de faire des rénovations et des choses comme ça. Donc, j'ai pas le temps pour faire des rénovations parce que ça va vite. Je suis content. Notre consultant nous avait dit que c'était plus long, ça. Que ça semblait aller plus rapide que la normale. Oui. Mais le moment, ça a quitté complètement et rien n'a bougé du tout. On a envoyé plusieurs fois un courriel à le consultant d'immigration pour demander est-ce que c'est normal, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème. Donc un peu de panique de mon côté parce que rien d'information, après tout aller vite, c'est un peu comme ça va être un non. Ils sont juste en train d'attendre pour dire non. Donc je ne sais pas si ça va aller bien. C'était un peu panique chez moi. Ça crée de l'anxiété. Nous, on a fait la biométrie, on a fait l'examen médical. Mais le gouvernement provincial joue également un rôle crucial. De l'approbation du parrain à l'émission du certificat de sélection du Québec, voyons comment le Québec intervient pour faciliter le parrainage familial. Il faut être autorisé par le Québec pour pouvoir continuer de l'avant. Encore là, on était chanceux, on l'a eu très rapidement, on l'a eu au mois de juin 2023. En 3 mois, on avait notre certificat de sélection du Québec. Si on vient de recevoir le CSQ, je suis revenue de voyage, puis c'était dans la boîte aux lettres. Puis, ouais, surprise, je suis assez contente parce qu'il y a les quotas là, que je pense que c'est 10 000 jusqu'en 2026, juin 2026. J'ai assez énervée de l'avoir reçu pour que ce soit accepté. Fait que là, on tombe dans le trou noir. Le processus administratif peut être un véritable labyrinthe. Suivez-nous pour découvrir les différentes étapes et les défis administratifs que rencontrent les parrains. On a démarré la résidence permanente. À l'époque, moi j'ai fait ça tout seul. Fait que là, c'était plein de papiers, puis côté administratif, c'est pas mon fort. Donc là, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et j'ai envoyé mon dossier, puis j'avais oublié de cocher quelque chose. Fait que là, ils m'ont renvoyé le dossier parce qu'il était incomplet. Fait que là, j'ai coché. J'ai renvoyé le dossier, mais finalement, eux, ils ne m'expliquaient pas ce qui manquait. Ils m'avaient juste entouré mais il manquait aussi le certificat du Québec, que j'avais pas. Fait que là, j'ai renvoyé, puis là, le temps que toute cette paperasse se fasse, c'était rendu trop tard, parce que c'est long. Là. À chaque fois qu'on envoie des papiers, c'est long, le temps qu'ils traitent. À l'époque, c'était papier, courrier. Papier, courrier, ouais, tout était par la poste. Fait que là, c'était envoie les documents, renvoie, mais à chaque fois, c'est quasiment 4-5 mois qui se passent.
La dernière fois, ben là, quand j'ai renvoyé les documents, quelques temps après, ils m'ont envoyé une note comme quoi j'étais expulsé parce que j'avais pas renvoyé à temps les documents. Fait que là, j'avais 10 jours pour quitter le Québec. Mais là, on est rendu en 2012. Ma fille, elle a 2 ans. Et Christine est à la maison aussi. Fait que là, je suis comme... j'étais pris, là. C'était vraiment pas une situation facile. Comment vous avez vécu cette nouvelle, Christine? C'était très, 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 très stressant. J'ai une plus grande fille. On est une famille reconstituée. Tu sais, c'est pas comme si j'aurais pu dire, OK, oui, on va aller en France. Tu sais, Gabi, elle avait 8 ans à l'époque. Je pouvais pas l'enlever de son papa aussi. Puis, tu sais, toute la famille est là. Et Jeff aussi, il voulait pas partir. Alors, tu sais, on a appelé tout de suite au numéro qui était sur la feuille. Mais les agents, ils étaient vraiment indignes. Il n'y avait aucune émotion, il n'y avait pas d'empathie. C'était... je me rappelle, quand Jeff parle au téléphone, il disait, mais j'ai un enfant, ma femme, elle a une autre fille, on est une famille. Puis ils ont dit, ben toi, tu dois partir, ta fille, elle peut rester, mais toi, tu as 10 jours pour quitter. Puis c'était ça. Il n'y avait aucune discussion, il n'y avait aucune aide. Alors, tu sais, c'était un moment très, très, très difficile pour nous, pour tout le monde. C'était un stress. Comment vous décririez cette émotion-là? Je m'attendais à un peu d'humanité quelque part ou de l'aide parce que j'avais quand même une situation particulière. Et d'avoir cette réponse, c'était comme, c'est pas notre problème, tu dois partir. Là, j'étais comme, OK, mais c'est parce que j'ai quand même un enfant, mais pour eux, ça comptait pour rien. Rien du tout. Fait que là, c'était quand même assez... c'était blessant. À ce moment-là, je me demandais, je me suis dit, veux-tu vraiment rester dans un pays qui ne considère pas ce genre d'histoire? Tu sais, j'étais comme... Oh. Vous êtes donc consultante enregistrée en immigration. Exactement. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ce travail-là? En fait, je suis devenue consultante réglementée en immigration canadienne depuis 13 ans. En fait, c'est suite au parrainage de mon époux où j'ai senti qu'il y avait un besoin d'humanisme dans l'industrie. Donc, les gens avaient besoin d'être accompagnés. Comme moi, j'ai manqué de ça. J'étais laissée à moi-même. Je ne comprenais pas les instructions du fameux site Internet du gouvernement. Donc, je me suis dit, je vais aider. J'ai traversé toutes les dédales administratives. Donc, je me dois maintenant d'aider les autres. Et c'est ce que je fais maintenant. J'ai aidé plus de 2000 familles. Une fois la demande déposée, les autorités procèdent à des vérifications minutieuses. La relation entre le parrain et le parrainé, leur état de santé et les antécédents criminels. Découvrons pourquoi ces étapes sont indispensables et ce qu'elles impliquent pour les familles. C'est plutôt parent, là. Et je vais vous dire, nous, on est un organisme qui ne sommes pas spécialisés dans les démarches, finalement, de parrainage. C'est soit via, finalement, des bureaux d'avocats ou via des experts conseils en immigration. C'est pas notre responsabilité comme organisme. Nos compétences sont limitées. Par contre, on donne l'information aux personnes qui veulent enclencher un processus. L'information qu'on donne, nous, souvent, c'est de dire, écoutez, le principal obstacle, c'est un manque de rigueur. Dans la documentation, c'est le chemin du combattant, je me répète. Donc, si vous avez beaucoup de rigueur, si vous faites bien attention à tous les documents et tout ça, vous n'êtes pas obligé, finalement, de faire affaire avec des coûts qui sont énormes. Puis j'ai dans la tête quelques exemples de personnes à qui on a conseillé de faire leur démarche eux-mêmes. On n'est pas conseillé, on n'est pas expert, on n'a pas de règles. Sauf qu'on peut jeter un coup d'œil et on s'aperçoit que les gens qui ont cette rigueur, cette capacité de rigueur, finalement, ils sont capables de cheminer. Tant que tout va bien, en immigration, tout va bien. Oui. C'est ça qui arrive. J'ai vécu personnellement, le 2 janvier, j'ouvre mes courriels, je suis en vacances, mais j'ouvre mes courriels. Un dossier de parrainage a été arrêté après 3 ans par erreur par le gouvernement. Erreur administrative. Donc, ça tombe le week-end. J'ai réussi le lundi à communiquer avec quelqu'un du gouvernement, mais ça a pris jusqu'au mercredi pour que ce soit réglé. Donc, désolée pour l'inconvénient, votre dossier n'est pas arrêté. Mais moi, pendant 3 jours, dans ma tête, ma cliente n'avait plus de dossier d'immigration après avoir attendu 3 ans. Là. Donc,
Tant qu'il y a des humains quelque part, il y aura toujours des erreurs en quelque part. Mais là, on parle de vie, là, c'est des vies humaines. Là. Déjà que c'est des gens qui en arrachent psychologiquement du 3 ans qui finit plus. Là, si en plus il y a des erreurs administratives comme celle-là, c'est plans. Même moi, j'ai fait faire une crise de cœur en voyant ça. Bon, ça s'est arrangé, mais il y en a des erreurs administratives. Ensemble, nous découvrirons également l'impact émotionnel et parfois financier que ces démarches peuvent avoir sur les familles. Les familles d'aujourd'hui, en parrainage, paient vraiment. Les frais d'un certificat de sélection du Québec sont de 328 là, depuis le 1er janvier. À la limite, en tant que personne qui a parrainé son époux, si j'avais eu à payer plus d'argent, mais qu'on m'avait promis une francisation rapide à mon conjoint, j'aurais trouvé les sous à ce moment-là. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, c'était une grosse hémorragie financière. On est seul à tout payer. Je suis allée 7 fois à Cuba en 1 an. Voyons, qui a les moyens de faire ça? J'empruntais sur une carte de crédit ou à des gens que je connaissais. Vraiment. Fait que quand quelqu'un me dit « j'ai pas l'argent même pour payer tes frais, Joanne », des frais j'essaie de prendre en compte ou de m'arranger avec. Je sais ce que c'est, sauf que ça demande tellement de travail aujourd'hui. C'est sur 3 ans. Le gouvernement demande des mises à jour sans arrêt, des nouveaux antécédents criminels, ou peu importe, des mises à jour de formulaire. Donc, j'ai besoin d'une équipe avec moi pour supporter ces 3 ans-là aussi. Donc, il y a inévitablement des frais qui viennent avec, mais quand les gens disent « Joanne, c'est difficile de faire affaire avec un professionnel », au final, on finit par économiser parce que ça implique tellement en temps, en énergie. Oui. Puis les gens qui m'appellent souvent, Joanne, ça fait 6 fois que mon dossier revient. Là, j'ai pas le choix de te le... Ils ont fait par eux-mêmes. Ça a l'air simple parce que c'est en ligne. Mais justement, parce que c'est en ligne, maintenant, moi, je trouve ça plus compliqué. Avant, j'imprimais, je mettais ça dans l'ordre, on envoyait ça. Non. Par le système informatique, il faut être fort en informatique, il faut se connaître. Là. Une des personnes que nous avons reçues sur le plateau nous a dit « La rigueur, la rigueur, la rigueur, il faut de la rigueur. Si vous allez le faire vous-même, soyez rigoureux. » Une structure incroyable. Oui, parce qu'il y en a qui le font par eux-mêmes et ils réussissent très bien. Et je suis fascinée par ces gens-là qui n'ont pas de formation. Après ça, on a commencé les autres procédures, remplir les papiers, ces trucs-là. C'est un peu mélangeant quand on commence. Tout remplir les papiers, les démarches, il faut tout accumuler les papiers, ses antécédents. Il pose beaucoup de questions. Lui, il y a ses enfants, il y a des enfants, lui, là-bas au Sénégal aussi. Fait qu'on veut les inclure aussi dans le processus pour peut-être un jour pouvoir... Moi, j'aimerais bien un jour ramener sa famille auprès de lui aussi, pas juste lui. Des fois, fait que ça fait partie du processus aussi. C'est beaucoup de choses. Toute la paperasse qui demande. Là, j'ai un cartable là, qui est environ 7 gros. Là. C'est notre vie qu'il y a là-dedans. C'est beaucoup. Ben, on se sent perdu. Au début, je voulais le faire tout seul. Puis je regardais. J'ai demandé à mon frère, on va le faire avec lui. Mais à un moment donné, c'était trop. Fait que... il y a une dame que ma soeur côtoyait qui avait embarqué là-dedans, puis elle avait été rendue à 7 000 $ d'avocat pour ça. Puis elle dit, j'ai regretté, elle dit de ne pas avoir été au CACI. J'ai dit, si j'avais la chance d'aller voir le CACI, qui est le centre d'immigration à Montréal pour les immigrants. Puis j'étais allée là-bas, puis vraiment, là, c'était... la personne qui m'a fait ça, c'était vraiment une perle, là. Puis eux, dans le fond, ils le font pas. Ils t'accompagnent à le faire. T'es assis devant lui, puis ils rentrent les informations, fait que ça va plus vite, puis ils savent où s'en aller. Après ça, j'allais chercher de l'aide au CACI à Montréal. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils m'ont pas chargé rien. Puis dans le fond, ils t'accompagnent à remplir les papiers. D'investir les efforts pour préparer la demande de RP. Et pour préparer la demande de RP, d'avoir des congés conjugaux, on ne vit pas ensemble, donc c'est impossible. On a pris la décision de se marier au Costa Rica, de se marier parce que donc Costa Rica, parce qu'aux Philippines, le mariage LGBT n'est pas reconnu. Dans d'autres pays où est-ce que c'est reconnu, au Canada, lui, il n'y a pas de visa. C'était le défi de trouver un pays dans lequel on peut se marier légalement, que ce soit reconnu au Canada, et que Vance n'a pas besoin de visa visiteur pour pouvoir s'y rendre. Parce qu'avec l'incertitude, entre autres, pour notre propre mariage, il y a eu un refus de visiteurs de transit aux États-Unis pour un transfert de 3 ou 4 heures à Dallas. Moi, au départ, quand j'ai pris le premier billet d'avion, j'avais cru que
une formalité, c'est juste du rubber stamping. On va seulement étamper un OK, et présenter le document, puis c'est une taxe de 160 $ US pour une visite à l'ambassade puis présenter les documents. Mais non, en même pas 3 minutes, pour 3-4 questions, il a présenté une note générique de refus qu'on ne peut pas contester et le dépôt n'est pas remboursable. Donc, ça a été une frustration. Donc, il y a un coût additionnel de trouver un avion pour Vince Paolo qui ne passe pas par les États-Unis pour se rendre à destination du Costa Rica. Évidemment. Et à la dernière minute. Et bien sûr, donc des coûts supplémentaires aussi en raison du délai d'achat du billet. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu le processus? Là, on parle de parrainage, on parle de regroupement familial. Ce sont des termes qui, pour le commun des mortels, sont parfois difficiles à saisir. Il y a différentes nuances. Pouvez-vous clarifier, est-ce qu'on parle ici de parrainage de réfugiés par une collectivité? Non. Ou d'un programme particulier? Bien, vous voyez, dans le rapatriement familial, là, ça veut dire qu'il faut prouver le lien familial. Alors, dans tous les cas que nous, on fait, là, il y a des tests ADN qui sont faits pour prouver que la personne qui est ici est bien le père ou la mère de cet enfant-là. Et on comprend que ça peut prendre des délais assez longs, là, à partir d'ici, puis se rendre dans des camps en Ouganda ou en Tanzanie, pour que là-bas, ils aient l'expertise aussi pour être capables de faire passer les tests aux gens qui sont là-bas. Alors, dans ces cas-là, c'est vraiment du parrainage, là, ce sont les parents qui vont parrainer l'enfant. Je trouve qu'il y a beaucoup de barrières. Je trouve qu'on a tombé dans le milieu des fins COVID et des changements du gouvernement. Donc, je pense que notre processus a été très vite à cause qu'ils voulaient sortir des cas d'immigration vite, se débarrasser, grâce à Dieu pour nous. Mais je me sens un petit peu triste pour les autres familles qui doivent être ensemble. Puis que j'aimerais vraiment, je dois faire, s'il faut que je fasse des autres choses pour aider la cause, je vais le faire. Merci d'avoir été des nôtres. Pour en apprendre davantage sur notre mission, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour revoir tous les épisodes, visitez le tvbl.ca. À très bientôt.